Au cœur d'un environnement économique changeant, la performance de LVMH au troisième trimestre 2025 révèle une capacité de résistance notable et marque une amélioration significative par rapport à la période précédente. Le groupe renoue avec la croissance, une dynamique portée par la reprise de la demande locale sur ses deux marchés les plus importants. La Chine continentale affiche de nouveau une progression positive, tout comme les États-Unis. La force du modèle économique de LVMH réside dans la diversification de son portefeuille qui agit comme un véritable amortisseur. Tandis que l'activité mode et maroquinerie connaît un léger retrait de 2%, l'ensemble des autres divisions, distribution sélective, montres et joaillerie, parfums et cosmétiques, vins et spiritueux, enregistrent une croissance organique positive. Plusieurs facteurs expliquent cette solidité. D'abord, la capacité du groupe à croître globalement malgré la contraction de sa plus grande division est un atout majeur. Les résultats solides des autres métiers, notamment la distribution sélective qui progresse de 7%, assurent une stabilité et compensent les faiblesses d'un secteur. Parlant de distribution sélective, j'ai remarqué que sur Montréal, en plein centre-ville, je pense qu'on a deux Sephora, enfin sur la rue de Sainte-Catherine, il y a deux Sephora qui sont déjà ouverts à ce niveau-là. Avant, il y en avait un plutôt au niveau du Centre Eaton. Maintenant, il y en a un autre bien avant le Centre Eaton. Ça veut dire ici que la demande est tellement élevée que voilà, on se permet d'ouvrir un deuxième disons, c'est à moins de 300 à 500 mecs les deux magasins en question. Et à chaque fois que vous alliez au Centre Eaton, l'un des magasins qui avait tendance à être les plus enchalandés, ou bien où il y avait énormément de personnes, c'est généralement le magasin Sephora. Et ça, c'est depuis très, très longtemps. C'est juste pas maintenant, hein. Ça date depuis très longtemps, depuis que je suis arrivé à Montréal. J'ai toujours vu assez de monde dans le Sephora du Centre Eaton. Bref, on referme la parenthèse. Donc, voir ici que la distribution sélective, enfin, encore que Montréal ne fait pas référence, ne représente pas l'ensemble des Sephora dans le monde ici, mais juste constater que c'est comme c'est plein à Montréal, qu'on en ouvre un deuxième et qu'on voit dans les rapports financiers que la distribution sélective continue également à bien se comporter. Ça veut dire que dans d'autres régions du monde, c'est à peu près la même tendance. C'est une bonne chose. Bon, bref, je referme la parenthèse. Donc, cela a pour effet, par exemple, ici, quand je mentionnais que les résultats solides des autres métiers, notamment la distribution sélective qui progresse de 7%, assurent une stabilité et compensent les faiblesses d'un secteur. Donc, cela a pour effet de réduire le risque global et de stabiliser les flux de trésorerie. Donc, si mode et maroquinerie est en berne, on se reprend avec les autres les autres segments ici, comme la distribution sélective. Ensuite, le retour à une croissance positive en Chine continentale qualifiée de mid to high single digit. Je m'explique ici. Donc, c'est une croissance à un chiffre dans la fourchette moyenne à haute. Qu'est-ce que ça veut dire en termes chiffrés? Ça veut tout simplement dire ici qu'on sera entre 5 et 9%. D'accord? Entre 5 et 9%. Si on disait de double digit ici, on ira à peu près aux alentours des 10%, d'accord? Et encore, quand on parle de double digit ici, on peut également donner une segmentation soit mid, soit high, bref, soit low, voilà, ça peut varier. Mais bref, ça veut tout simplement dire tout ce charabia là pour mentionner qu'on s'attend, la croissance ici est qualifiée ici, disons, je ne dirais pas de solide, mais c'est au moins 5% et plus. D'accord? Donc, je reprends. Ensuite, le retour à une croissance positive en Chine continentale qualifiée de mid to high single digit. Et quand je dis qualifiée, c'est eux qui l'ont mentionné dans les rapports, dans les conférences call. OK? Donc, en Chine continentale et aux États-Unis est particulièrement encourageante. Donc, cette reprise est alimentée par une augmentation du trafic des volumes plutôt que par des hausses de prix. C'est très intéressant ça. Ce qui démontre la désirabilité intrinsèque des marques. Une base de revenus moins dépendante de la clientèle touristique est ainsi plus solide et prévisible. Enfin, la direction mise sur des leviers de croissance interne pour stimuler la croissance. Des actions proactives comme la rénovation du réseau de magasins Tiffany dont 30% est déjà modernisé ou l'arrivée de nouvelles collections chez Dior, Céline et Fendi en 2026 visent à créer de la valeur de manière durable indépendamment du contexte macroéconomique. Cependant, certains points méritent une attention
particulière. La direction a reconnu que la marge, ou bien la marge resterait sous pression tant que la croissance du chiffre d'affaires ne serait pas plus fermement établie. Donc, une progression faible ou négative engendre un levier opérationnel négatif qui affecte directement la rentabilité car les dépenses visant à entretenir l'attractivité des marques sont maintenues. Donc, les dépenses opérationnelles ne vont pas trop changer. Donc, pour commencer à avoir une amélioration des marges, il faut que la croissance des revenus, il faut qu'on continue à avoir une croissance des revenus. OK? Donc, c'est à la fois un bon et un mauvais signal. C'est un bon signal à long terme et un bon et un mauvais signal. Le bon signal, le côté positif ici, c'est que ça sous-entend que l'entreprise ne compte pas augmenter les dépenses opérationnelles du point de vue volume. OK? Plutôt les maintenir à ce niveau-ci. Et la mauvaise nouvelle, c'est que si les revenus ne vont pas dans ce sens-là, eh ben on peut s'attendre ici à des dépenses opérationnelles plutôt stables qui vont compresser les marges. Ça, c'est le problème à court terme. Et comme je l'ai toujours dit ici, LVMH, ici, on cherche des entreprises sur lesquelles on va investir à long terme. OK? Donc, alors, pour la valorisation, cela représente un risque de compression des multiples si la trajectoire des marges venait à décevoir. Aujourd'hui, LVMH, si elle a des marges de 10% demain, le marché va s'emballer et penser que ça ne va plus, on n'aura plus jamais des marges plus élevées que 10%. Bref, ça met une pression supplémentaire sur la valorisation globale de l'activité. Donc, par ailleurs, l'impact des taux de change a été négatif de 5% sur les ventes du troisième trimestre et devrait s'accentuer au quatrième trimestre. Cette volatilité pèse sur les revenus et les bénéfices publiés en euros. Une appréciation continue de l'euro réduirait mécaniquement les résultats financiers consolidé du groupe. Donc, enfin, la faiblesse persistante du segment cognac est à noter. La division affiche une baisse de 6% principalement à cause de difficultés aux États-Unis et en Chine. Ce recul est sur un segment historiquement très rentable, indique un problème de demande plus structurel et affecte négativement le mix de profitabilité globale. Pour évaluer la trajectoire future, deux signaux seront déterminants. Le premier est le retour en territoire positif de la croissance organique de la division mode et maroquinerie. J'ai bien dit croissance organique, pas la croissance qui sera due à des acquisitions. Attention, OK? Un passage au-dessus du seuil de 0%, donc au-dessus, donc en positif, serait la confirmation la plus claire de la solidité de la reprise. Et quand je dis ça, ça sera un début, parce qu'il faudrait qu'on se maintienne. OK? Rester en dessous de ce niveau indiquerait des difficultés persistantes dans le principal moteur du groupe. Donc, le second signal à surveiller est la performance en Chine continentale. Le maintien d'une croissance dans la fourchette mid to high single digit est très important, il est crucial. Donc, une décélération sous la barre des 5% pourrait signaler une fragilité de la consommation chinoise, un facteur de risque majeur pour les perspectives de 2026. Donc, pour résumer tout ceci, LVMH affiche une dynamique de reprise rassurante soutenue par son portefeuille diversifié et le rebond de la demande en Chine et aux États-Unis. Donc néanmoins, la pression sur la rentabilité, l'impact des devises et la faiblesse du cognac sont des points de vigilance. J'aurais pu rajouter ici comme troisième point ici à regarder, ce sont la reprise ici au niveau du cognac. Mais bon, la maroquinerie et Chine, je pense, vont avoir tendance à tirer globalement ici le portefeuille vers le haut. Bref. L'évolution de la division mode et maroquinerie et la confirmation de la tendance en Chine seront les clés pour apprécier la poursuite de cette trajectoire positive. Pour ceux qui se posent maintenant la question de savoir combien est-ce que ça vaut, je vous demande de retourner sur la vidéo précédente ici sur LVMH qui date à peu près, on l'a fait il y a moins de 30 jours, LVMH. Et à cette période-là, c'était très intéressant. Je vous encourage à aller voir tout ce que j'ai raconté dessus. Passez la première, je pense les 2 premières minutes ou bien bref. Allez-y voir toute la vidéo, mettez ça en X×2 ici parce que ça prenait encore en considération les éléments financiers du S1. D'accord? Là, on est au troisième trimestre. Là, on parle ici avec les éléments financiers du troisième trimestre 2025. Donc, félicitations à ceux qui ont profité des soldes sur LVMH à $500 à l'action. Courage à ceux qui l'attendent plus bas. Ça va arriver un jour. D'accord? Et nous, ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent aller plus loin, tout est en description de celle-ci. Pour les autres, rendez-vous sur les prochaines. Bye. Ah non, dites-moi, je veux savoir qui a profité d'LVMH à 500, à 550 par là. Je veux savoir. Ou bien qui détient du LVMH en dessous même des 500 € l'action. OK?
Et comment est-ce que vous vous sentez en période difficile et qu'est-ce que cette période, si vous a appris par rapport à, voilà, par rapport au stock picking de manière générale. Moi, je pense une chose, tous ceux qui se plaignent sur LVMH ont avant tout fait une erreur monumentale. Ils n'ont pas pris en considération la valorisation. OK? Bref. Je vous laisse aller voir ça ici. Et nous, on est là pour, c'est juste pour ouvrir le débat. Hein. C'est en aucun cas une critique par rapport à XOG. C'est comme ça qu'on apprend. D'accord? Merci, au revoir.